Salut à tous! Comme vous le savez, à chaque fois j'essaye de rebondir sur l'actualité et en ce moment, c'est un peu compliqué de faire l'impasse sur le Covid. C'est vrai, on entend parler de plein de choses. Des tests, des faux négatifs, de la réa, des vaccins, mais je trouve que c'est pas toujours très clair. Donc j'ai décidé de m'y intéresser de plus près et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Avicenne qui va pouvoir nous apporter son regard d'expert puisqu'il est jeune médecin, youtubeur et il anime notamment la téléconsulte sur String Theory et on va pouvoir justement approfondir certains points avec lui. Avicenne, est-ce que tu nous entends? Salut Marion, alors écoute, je t'entends très bien et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour animer ensemble cette petite vidéo qui, je l'espère, sera instructive. Super, et bien c'est parti! On a tous entendu parler de la stratégie du gouvernement qui est de tester, tracer, isoler. Et on a surtout vu toutes ces longues files d'attente devant les labos parce que les gens justement allaient se faire tester. Mais est-ce que vous connaissez tous les tests dont on dispose aujourd'hui? Déjà, on a le fameux RT-PCR. Ce test, il est fait pour indiquer la présence ou l'absence du virus dans notre corps. En fait, on veut savoir si les cellules qu'on vient de prélever sont porteuses de l'ADN du virus ou non. Alors après, on a aussi les tests sérologiques. Et dans ce cas-là, on va doser vos anticorps. Si votre organisme a été un jour en contact avec le Covid-19, eh bien il a forcément fabriqué ses propres armes, qu'on appelle des anticorps. Ici, les anticorps qu'on essaye de doser, ce sont les immunoglobulines M et G. On peut les détecter dès le 6e jour après la maladie. Ce test ne remplace pas le RT-PCR puisqu'il nous indique juste si on a été en contact un jour avec le virus et non si on est porteur du virus. Et d'ailleurs, Avicenne, est-ce que le fait d'avoir des anticorps fait qu'on est protégé? Si tu te fais tester et que dans ta prise de sang, on découvre que tu as des anticorps qui sont dirigés justement contre le virus du Covid, on peut dire que tu as développé une immunité. Il faudra du recul pour répondre vraiment à cette question et savoir si justement l'immunité qu'on développe après une première infection est efficace pour nous protéger contre une deuxième. Place au petit dernier. C'est le test antigénique. Il est tout nouveau, il a été mis en place en début de ce mois et on peut avoir un résultat sous 15 minutes. Dans ce cas, la méthode est la même que le RT-PCR, c'est-à-dire qu'on retrouve cet écouvillon qu'on va aller mettre au fond de votre narine pour prélever des cellules, qui sont en fait des protéines de surface qui sont présentes sur le virus et qui sont fabriquées par le virus lui-même. Il s'agit de la protéine S, Spike, en forme de pointe et qui va permettre au virus d'attaquer les cellules. Et il y a aussi la protéine N, qui est issue de la nucléocapside du coronavirus, qui entoure en fait son génome. Et en fait, ce test est moins fiable parce qu'on ne va pas analyser le matériel génétique, mais juste des protéines de surface. C'est pour ça que quand le test antigénique est positif, il faut aller le faire confirmer par un test RT-PCR. Avicenne, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ce test, à qui il est adressé par exemple? Alors écoute, ces tests qui sont arrivés depuis peu dans nos pratiques étaient destinés initialement aux personnes qui ne pouvaient pas bénéficier d'un résultat de PCR dans les 48 heures qui font suite à la consultation. C'était une manière, et c'est toujours une manière, de pallier en fait au manque de rapidité, parfois au manque d'accessibilité des tests PCR. Donc c'est des méthodes complémentaires qui permettent de gérer au mieux l'épidémie. Et par rapport à tous ces tests, tu sais, parfois on entend parler de personnes qui vont se faire tester, qui reviennent avec un test négatif et qui pourtant ont tous les symptômes du Covid, c'est-à-dire qu'ils ont une perte du goût, de l'odorat, des rhumes, des maux de gorge ou autres. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce propos? Alors il faut savoir qu'en médecine, peu importe le test qu'on effectue, que ce soit un test PCR pour le Covid, que ce soit un test de grossesse ou même que ce soit un examen d'imagerie, on n'est jamais sur du 100% pour détecter justement des malades, des positifs à une maladie, etc. Il y a toujours ce qui existe, des faux négatifs. Donc il se peut très bien qu'une personne qui soit atteinte justement du Covid fasse le test et qu'elle revienne avec un test qui est négatif malgré le fait qu'elle soit réellement malade. Et maintenant, parlons de réa. C'est donc une spécialité médicale qui prend en charge des patients dont le pronostic vital est très engagé. Et c'est exactement ce qui se passe pour certains patients qui souffrent du Covid-19. D'ailleurs, Avicenne, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer un petit peu plus par rapport à ces patients justement qui sont en réa. Que présentent-ils comme symptômes? Alors pour répondre à ta question, je vais plutôt te dire à partir de quand on envoie des patients atteints du coronavirus en réanimation. On les envoie quand ils ont une atteinte pulmonaire trop sévère. Comment ça se voit? Parfois devant une détresse respiratoire, donc tout simplement des patients qui n'arrivent
vraiment plus à bien respirer. Et à partir de ce moment-là, on envoie le patient en réanimation. Donc ça peut très bien se passer à la maison, on fait une visite à domicile, on voit un patient atteint du Covid, on lui prend la saturation de doigt, si on voit qu'il est à 40% alors qu'on est censé être au-dessus de 95%, bah direct on appelle le SAMU et en général il finit en réa. Et oui, vous avez certainement dû voir ces photos de patients avec des tubes un petit peu partout, des machines autour d'eux. C'est comme ça qu'on voit qu'un service de réa doit avoir un environnement technique très particulier. Tous ces appareils vont en fait proposer une suppléance d'organes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le relais des fonctions vitales pour assurer une stabilité, une surveillance et la sécurité maximale du patient. Et Avicenne, est-ce que tu peux nous apporter un peu plus de détails concernant toutes ces machines justement? Donc la plupart du temps, ce sont des patients qu'on intube, c'est-à-dire qu'on endort, on met un tube qui va jusque, en tout cas qui rentre dans la trachée et qui, branché au respirateur, permet de bien ventiler le patient. Mais des fois, même ça ne suffit pas et on passe à des soins beaucoup plus lourds avec par exemple ce qu'on appelle de l'ECMO, c'est-à-dire c'est comme un mécanisme de dialyse où on a une circulation extracorporelle, où le sang sort du corps, se fait oxygéner par une machine et revient dans le corps. Là, on a essentiellement abordé l'aspect technique de la réa, mais il va aussi falloir qu'il y ait des personnes qui soient là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour surveiller et se relayer auprès des patients. Et cette équipe, elle est vraiment spécialisée et adaptée. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé ne peuvent pas forcément aller travailler dans ce service. Et donc à Avicenne, dans ce service de réanimation, il va y avoir des anesthésistes réanimateurs et aussi des équipes paramédicales comme des kinésithérapeutes ou alors des infirmiers et des aides-soignants. Est-ce que tu as plus d'informations à nous apporter concernant ces personnes qui travaillent en réa? Pour travailler en réanimation, il faut avoir quand même une certaine expérience et une certaine compétence technique, hein. La réa est un service complexe avec des soins complexes. Moi, par exemple, je suis dans la capacité de prendre en charge un patient qui occupe un lit de réanimation. Les médecins qui sont en charge de ces patients sont des médecins anesthésistes réanimateurs. Après, pour ce qui est des équipes paramédicales, comme par exemple les infirmiers, les aides-soignants, bon voilà, il faut avoir quand même, que je disais, une expérience et des compétences, hein. Les soins sont très techniques et même par exemple en termes de soins de nursing, on est souvent devant des patients qui sont justement dans la capacité de faire tout finalement, des patients qui sont dans un coma artificiel. Donc pour les prendre en charge, c'est vraiment lourd, compliqué et il faut des gens qui savent faire. On va essayer de terminer sur une note un peu plus positive. On a vu tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer le Covid avec tous ces tests, ce qui est déjà un très bon point. Mais j'ai quand même essayé de savoir si on n'avait pas un moyen à disposition pour justement lutter contre cette pandémie. Pour l'instant, il n'existe pas de remède, mais dans un idéal, ce qui permettrait d'enrayer justement l'épidémie serait d'avoir un vaccin efficace. Donc il y a déjà eu justement des maladies épidémiques dans l'histoire du monde qui ont disparu suite aux campagnes de vaccination, par exemple la variole. Mais aussi récemment, on a parlé de la poliomyélite qui a été éradiquée en Afrique suite aux campagnes de vaccination. Donc dans le meilleur des mondes, on trouverait aussi un vaccin justement pour le Covid avec, on va dire, une couverture vaccinale suffisante pour enrayer justement le processus épidémique et dans le meilleur des cas éradiquer complètement la maladie. C'est pour ça qu'on voit toute l'agitation des médias par rapport à la fabrication de ce vaccin qui est une véritable course contre la montre. Mais est-ce que vous savez comment fonctionne un vaccin? Eh bien en fait on va aller simuler une infection pour aller éduquer notre système immunitaire qui lui défend notre organisme pour qu'il puisse fabriquer ses propres armes. Donc on introduit chez le patient un microbe tué ou atténué, ou alors un fragment de ce microbe, qui va stimuler une réaction immunitaire, mais sans provoquer la maladie. Et oui, les soldats de notre système immunitaire, ce sont les globules blancs, et ce sont eux qui défendent notre organisme face aux microbes. Parmi ces globules blancs, il va y avoir une stimulation des lymphocytes mémoire, qui eux vont produire des anticorps qui vont aller défendre notre organisme face à l'attaque du contenu du vaccin. Comme ça, plus tard, si le virus attaque pour de vrai l'organisme, eh bien, il saura se défendre puisqu'il se sera déjà défendu une première fois. Mais le petit hic, c'est que ça prend beaucoup de temps pour fabriquer un vaccin. Et oui, parce que avant qu'il ne voie le jour, les laboratoires vont devoir respecter des étapes qui sont, elles, très contrôlées. Si ça vous intéresse, je vous ai mis dans les sources la fiche pédagogique de l'OMS qui décrit en fait les 4 étapes nécessaires à la fabrication d'un vaccin. Et aujourd'hui, on a appris que le vaccin qui était développé par Pfizer et BioNTech venait juste de passer le cap de la phase 3. En tous les cas, merci beaucoup Avicenne, c'était super de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair pour moi et certainement pour vous aussi.
Et Avicenne, peut-être que tu as des choses à rajouter. Je tiens quand même à préciser que voilà, je ne suis pas un expert en coronavirus, je ne suis pas un réanimateur, je suis médecin généraliste, mais je vous ai parlé des choses simples, d'accord, des questions que souvent j'entends en tout cas via les patients. Je vous ai exposé des faits, des choses concrètes, je ne fais pas de suppositions sur l'avenir, je ne spécule pas sur la maladie. D'accord, je suis resté sur, on va dire, les basiques. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment peut-être les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Je préfère dire je ne sais pas que dire des bêtises. Et sur ce, moi je vous souhaite en tout cas voilà, une bonne journée, portez-vous bien et à très bientôt peut-être. Merci pour tout Avicenne. N'hésitez pas à aller voir son compte YouTube, ses derniers épisodes sur le compte de String Theory sur notre chaîne YouTube. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine notif. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cet épisode. Et on se retrouve très vite. À bientôt.